Au Québec, on a deux mécanismes permettant au BAP d'éclairer le gouvernement dans ses prises de décision. Un mécanisme en vertu de 31.1 qui s'impose à l'industrie, à tout promoteur, et un mécanisme en vertu de 6.3. Le premier mécanisme, donc, de 31 est une obligation, un cadre, un encadrement réglementaire qui s'applique à l'ensemble des projets qui sont identifiés dans une liste réglementaire de projets. Donc, c'est la loi, autrement dit. L'autre mécanisme, 6.3, permet au gouvernement d'enquêter sur des enjeux ou des grandes questions. On a utilisé 6.3 dans le passé pour toutes les audiences génériques qu'on a fait au Québec, les matières résiduelles, la production porcine, l'eau, la forêt. Alors, c'est ce genre de procédure-là et ça conduit à un rapport qui permet normalement d'orienter les grandes politiques du gouvernement, mais ça ne vise pas un projet en particulier. Dans les faits, le régime de 31.1, donc le premier régime que je vous ai mentionné, est obligatoire selon le règlement pour tout projet de pipeline, et là je lis le règlement lui-même, tout projet de pipeline de plus de 2 km. Le projet de TransCanada fait 700 km en territoire québécois. C'est 350 fois la norme minimale pour laquelle l'assujettissement se serait appliqué à un projet au Québec. En outre, c'est probablement aussi le projet industriel le plus important que le Québec a vu sur son territoire, important en termes d'ampleur et important en termes d'impact environnementaux cumulatifs. Sidney l'a souligné, un projet qui traverse ou qui préoccupe 300 municipalités, un projet qui traverse 250 cours d'eau, dont le fleuve Saint-Laurent. Et ce sont des projets qui ont été soumis au BAP, des projets similaires de pipeline ou de gazoduc, 7 fois antérieurement depuis la constitution du BAP. Depuis 1979, d'ailleurs, le premier rapport du BAP portait sur un projet de pipeline. Et depuis ce temps-là, on a eu 7 projets similaires qui ont été soumis au BAP. Ce qui est d'autant plus étonnant que celui-ci ne le soit pas du tout, alors que c'est le plus important. L'évaluation sous 31.1, donc l'évaluation obligatoire, s'enclenche dès lors que le promoteur dépose ce qu'on appelle un avis de projet, donc disant « je veux réaliser ce projet-là au Québec ». Or, dans les faits, le gouvernement a exigé par lettre à plusieurs reprises, lettre dont on a eu accès seulement en janvier suite à une demande d'accès à l'information, et même l'Assemblée nationale l'a rappelé dans une motion l'été dernier, exigeant que TransCanada se soumette à cette procédure légale-là et donc dépose le fameux avis de projet qui aurait enclenché la procédure. TransCanada est demeuré muet à cette demande-là. Et c'est pourquoi la requête vise précisément à exiger de TransCanada qu'elle respecte le régime d'évaluation environnementale imposé au terme des articles 31.1. Les implications de procéder sous ce régime plutôt que sur l'autre affectent directement le droit à l'information des citoyens, à la participation dans le cadre de telles audiences publiques. L'évaluation sous 31.1, d'une part, est encadrée par un règlement qui donne aux citoyens des garanties de transparence, d'information, de participation et de consultation, prévoit des normes qui imposent aux promoteurs de produire une étude d'impact sur toute question qu'identifiera le gouvernement afin de tenir compte des impacts du projet sur ses champs de compétences, des champs de compétences propres au Québec. C'est pas rien parce que ça sous-entend donc que si Québec exerçait, si TransCanada a fait sa demande conformément à ce que la loi lui oblige, Québec lui aurait soumis une directive d'étude d'impact en fonction de ses préoccupations. TransCanada aurait dû adapter, préparer, rédiger sur certains aspects qui n'ont pas déjà couverts les préoccupations du Québec de manière à tenir l'audience publique sur cette étude d'impact-là en particulier. Et quand je dis dans les différents champs de compétences du Québec, on l'a mentionné de par l'ampleur du projet, ils sont nombreux. Et ce n'est pas seulement la loi sur la qualité de l'environnement dont il est question ici, c'est autant de lois que de ministères sont concernés. Et j'en ai fait une liste rapidement. On peut tout de suite identifier, on l'a mentionné, les affaires municipales. Entre autres, le ministre des Affaires municipales se devra ou aurait dû porter le message
et imposer les conditions exigées notamment par les 82 maires qui se sont prononcés dans le mémoire de la CMM. Autres ministères concernés, ministère de l'Agriculture, combien de terres agricoles vont être traversées, ministère de la Santé, ministère des Ressources naturelles, ministère des Transports. Donc, chacun de ces ministères-là, en théorie, en appliquant la procédure légale, aurait manifesté les éléments qu'il aurait souhaité voir abordés dans son étude d'impact, laquelle étude d'impact aurait été soumise au BAP. En procédant par 6.3, on va faire l'économie de cette étude d'impact-là qui aurait couvert les préoccupations de tous les ministères. Par son refus de se soumettre aux obligations de la loi, TransCanada a placé le Québec dans une position où il ne pourra plus se prononcer sur son projet. Puis un des éléments majeurs, en fait, probablement le plus important, j'insiste, et c'est entre vous et moi, je pense que c'est la raison pour laquelle TransCanada a tout fait pour ne pas déclencher. Il n'y a aucune décision gouvernementale, il n'y a aucune autorisation qui en découle. Et c'est d'autant plus grave, je vous dirais, que, vous savez, je ne veux pas faire de la théorie, mais dans la loi sur la qualité de l'environnement, il y a 2 processus d'autorisation. Il y en a un qui s'applique de façon générale à tous les petits projets, qu'on appelle l'article 22, des autorisations courantes, qui sont délivrées par le ministre de l'Environnement. Lorsqu'on vise un projet majeur, prévu dans une liste limitée, qui définit, et ici on parle des projets de plus de 2 km, c'est quand même important, dans le cas de pipeline, le gouvernement, il y a déjà 20-30 ans, a décidé que ce genre de décisions-là sont tellement importantes qu'elles doivent se prendre, donc que les autorisations ne peuvent être prises par le ministre de l'Environnement seul, mais par le gouvernement au complet. Alors, ça témoigne de l'importance qu'on attribue à cette mécanique-là. Or, de faire en sorte que par la volonté, décision du promoteur lui-même, on est obligé de composer avec un système qui n'est pas fait pour ça, pour lesquels il ne sera pas contraint de rien, et surtout pour lesquels on ne pourra pas émettre ultimement des autorisations, ça nous apparaît un accroc important et aussi un précédent à ne pas laisser passer. On ne peut pas, je veux dire, à l'égard du plus gros projet industriel que le Québec a jamais vu, si on passe à côté de sa loi et de son règlement, on pourra le faire pour n'importe quel autre projet par après, au bon vouloir du promoteur qui n'a juste à pas déposer son avis de projet. TransCanada vous répondra « Pourquoi encore une poursuite alors qu'on a choisi volontairement de participer à cette consultation en vertu de 6.3 » Notre réponse est simple. Comme nous vous l'avons imposé par le biais d'une injonction à Kakuna, ce n'est pas selon votre volonté que vous devez respecter nos lois. Les lois s'appliquent obligatoirement à tous et on ne choisit pas de respecter volontairement que celles qui font notre affaire. C'est une question d'équité à l'égard de tous les autres promoteurs au Québec, qui se doivent, eux, de respecter le règlement, mais surtout de respect des droits fondamentaux des citoyens. Je le répète, la procédure déposée aujourd'hui vise à forcer l'application de la procédure légale d'évaluation environnementale pour que le gouvernement du Québec puisse, à terme, exercer les compétences qui lui appartiennent afin d'imposer les conditions qu'exigeront de lui les 82 maires de la communauté métropolitaine de Montréal, toutes les autres municipalités sur le territoire desquelles va passer le pipeline, et les autres, on en a mentionné 300, tous les ministères concernés et finalement tous les citoyens qui se donneront la peine d'étudier, d'analyser l'étude d'impact, de préparer des mémoires et de participer à une vraie audience publique non tronquée qui va conduire à de vraies autorisations gouvernementales. Une des lacunes, entre autres, du mandat qui est donné, parce que quand, dans la procédure normale, la procédure qu'aurait dû suivre légalement TransCanada suite à un avis de projet et une directive, quand on est dans des audiences du BAP, on examine et on peut questionner l'ensemble du projet du promoteur. Donc, très souvent, dans une étude d'impact réalisée par le promoteur, il va mettre de l'avant les retombées économiques. C'est souvent la partie la plus positive de son projet, en termes de création d'emplois, en termes de taxation municipale, etc. Dans ce cas-ci, étant donné que le gouvernement a décidé de procéder par 6.3, c'est le ministre qui détermine le contenu de l'audience publique et il a exclu 3 points, dont celui que vous soulevez, la question des retombées économiques, toute la question des redevances éventuelles pour le Québec ou pour les municipalités, toute la fameuse question de la création d'emplois, toute la question qu'on ne parle pas beaucoup, mais si ce projet de développement-là exige en amont une augmentation des gaz à effet de serre ou entraîne une augmentation des gaz à effet de serre équivalent à la production industrielle du Québec, bien, et qu'au même moment, le gouvernement canadien dit qu'on veut établir des cibles pour respecter Paris,
bien, le Québec, on va se retrouver à quel genre d'obligation en termes de réduction? Là? Parce que si on double la production de gaz à effet de serre d'Alberta, les 9 autres provinces vont devoir se serrer la ceinture assez fortement. Donc ça, c'est des questions à poser dans une étude d'impact. Et comme citoyen, comment le Québec, si on accepte que l'Alberta double sa production de gaz à effet de serre avec le projet Énergie-Est, comment nous, comme entreprise, comme citoyens, notre gouvernement, quelle sorte de limites, de limitations on va devoir adopter pour respecter les fameux objectifs du Canada qu'on espère voir adoptés suite aux engagements de Paris? C'est des questions économiques qui, à l'heure actuelle, sont expressément exclus du mandat du BAP. Donc, autre question de préoccupation. Merci. Et à ce propos, peut-être utile de vous souligner qu'on a envoyé une lettre au ministre en même temps qu'on a déposé la requête, lui priant, considérant justement les enjeux importants que soulève la requête, de suspendre son audience qu'il a lancée en vertu de 6.3. Au CQDE, le Centre québécois du droit de l'environnement, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on suit ce dossier de près, en commençant avec l'injonction pour protéger les Bégoulaga à Kakuna en mai 2014. On en est maintenant à notre 3e recours judiciaire sur ce même projet, et en plus d'1 an de démarches multiples pour s'assurer que les Québécois vont avoir le droit d'être consultés sur la base de documents en français. C'est sans compter les demandes d'enquête, les demandes d'accès à l'information, des lettres de suivi et énormément de recherches de fonds. C'est un travail colossal qui est accompli par des bénévoles ou des gens peut-être sous-payés. C'est énormément de ressources, mais malgré tous les efforts qu'on y met, on est loin d'avoir un rapport de force égal avec les gens de l'autre côté. On est encore une fois devant un combat à la David contre Goliath. Et je suis extrêmement reconnaissante et extrêmement inspirée par les avocats et les experts qui s'impliquent pour la cause et avec qui j'ai la chance de travailler. Mais pour être capable de mener à terme cette bataille dans l'intérêt public, il va falloir faire appel à la générosité du public. Et donc, je vous invite à visiter notre site web, le cqde.org, pour peut-être faire un petit don et surtout pour aller chercher plus d'informations contextuelles sur ce dossier judiciaire. Merci.